Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au Conseil éco-citoyen. Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie scolaire, de citoyenneté active et de la place que l'on peut donner aux élèves pour réfléchir, décider et apprendre face aux enjeux écologiques. Donc pour ça, je suis accompagné par Caroline Sost et Mauve Doyen de Living School et je vous laisse vous présenter brièvement et la structure que vous représentez. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Caroline Sost, je suis la fondatrice de Living School, qui est une école pionnière du point de vue de l'éco-citoyenneté, puisqu'on existe depuis 2007, donc ça va faire 19 ans. Et en fait, on a trois piliers dans notre pédagogie. Le premier, c'est le savoir-être. C'est vraiment de donner confiance en soi aux enfants, de leur apprendre à avoir un bon relationnel les uns avec les autres, leur apprendre à s'affirmer plutôt qu'à réagir. Et on a un deuxième pilier qui est l'éco-citoyenneté, donc qui est permettre aux enfants, aux jeunes de couvrir le programme scolaire tout en menant des projets qu'on appelle des projets pour la planète. Et on va voir et approfondir tout ça aujourd'hui. Et puis le troisième pilier chez nous, ce sont les adultes. On part du principe qu'en fait, pour que les enfants puissent s'épanouir et devenir acteurs d'un monde meilleur, c'est hyper important d'embarquer les adultes autour d'eux. Et donc, on travaille avec les parents des élèves, tous les parents aussi, puisque l'école des parents est ouverte à tous les parents. Et on travaille avec les professionnels de l'éducation sur nos deux sujets phares que sont le savoir-être et l'éco-citoyenneté. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Mauve Doyen, donc je suis la directrice du cycle 1 et du cycle 2 à Living School. Je travaille à Living School depuis 18 ans, quasiment 18 ans, et j'ai à cœur avec Caroline et toute l'équipe de Living School de développer notamment tout le volet éco-citoyenneté, en lien aussi avec le savoir-être, puisque le savoir-être est vraiment au cœur des apprentissages et en lien aussi avec l'éco-citoyenneté. Comme le partageait Caroline, nous avons créé il y a 18 ans les conseils éco-citoyens et nous allons un peu plus vous en parler pendant ce webinaire et je suis ravie d'animer ce webinaire avec vous et avec Green Step avec qui nous avons notamment créé des ressources sur le conseil éco-citoyen et qui sont en ligne actuellement. Parfait, merci beaucoup. Mais justement, comme vous l'avez rappelé tous les deux, les projets citoyens, ça fait quand même un long moment que vous pouvez les mettre en place. Vous avez acquis une vraie expertise sur le sujet. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces projets-là, ils sont justement nés à Living School? Déjà, c'était dans l'ADN de Living School, dans la mesure où moi, quand j'ai créé l'école, je voulais vraiment qu'elle apporte une réponse aux enjeux du monde dont j'étais consciente et je me disais qu'on ne pouvait pas continuer d'éduquer comme on éduque, à adapter les enfants à un système qui clairement est à bout de souffle et demande à être réinventé pour répondre vraiment aux besoins fondamentaux universels de tous les êtres humains. Donc déjà, c'est dans l'ADN de Living School, mais ensuite, on a mis le pied à l'étrier très concrètement avec un premier élève qui était en grande section, qui s'appelle Elliot, qui doit avoir maintenant plus d'une vingtaine d'années. Mais à l'époque, il était tout petit, il avait 5 ans, et il avait dit, moi, quand je serai grand, je voudrais être policier de la planète et apporter à manger aux enfants sur la Terre qui ont faim. Et donc, on avait pris ce rêve vraiment au sérieux en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre avec Elliot? Il avait convaincu ses camarades de classe, on avait une classe 3-6 de maternelle, et il avait convaincu ses camarades d'agir avec lui. Et on avait travaillé avec Action contre la faim, on avait peint des assiettes contre la faim qu'on avait vendues. Et avec l'argent récolté, on avait permis de sauver 7 enfants de la faim pendant 1 an. Et quand on a annoncé ce résultat aux enfants de la classe, ils étaient tellement touchés que ils étaient déjà partis dans le nouveau projet. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc ça a démarré comme ça. Il y a eu cet élan formidable du cœur d'Eliott et puis ensuite de tous les enfants. Et comme l'éco-citoyenneté, nous l'avions aussi intégré dans le programme que nous partagions avec les enfants. Donc il y avait le savoir-être, il y a l'éco-citoyenneté et puis toutes les autres disciplines du programme de l'éducation nationale. Et nous avions envie en fait de relier tout ça. Pour créer plus de sens dans les apprentissages, nous nous sommes dit, en fait, il faudrait que les projets éco-citoyens soient aussi des projets annuels et qui soient interdisciplinaires, en lien avec tous les apprentissages fondamentaux. Donc, nous avons décidé d'aller plus loin et de créer, donc d'affiner notre approche en créant justement les conseils éco-citoyens. Donc, de permettre, comme il y avait eu cet élan chez cet enfant, et ben, de permettre à tous les enfants
d'apporter aussi leur élan, leur contribution pour la société, pour le monde, pour l'humanité, d'un point de vue écologique et aussi social, développer la solidarité. Donc, nous avons créé ces conseils éco-citoyens pour, au fur et à mesure des années, nous les avons affinés et pour que tout le monde puisse s'impliquer dans la vie éco-citoyenne de l'école. Ça permet à chaque enfant de s'engager, de devenir acteur du changement et c'est ce qui nous tenait à cœur et qui était aussi dans les principes fondamentaux de l'école. Comme vous le disiez, vous avez plus de 18 ans d'expérience dans le conseil éco-citoyen. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quelle est la forme du conseil éco-citoyen à l'heure actuelle? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors peut-être déjà partager un peu les objectifs. Les objectifs pour nous, c'est vraiment permettre à chaque enfant d'être acteur, de pouvoir vraiment contribuer, apporter des solutions aux enjeux du monde, dans la mesure où on est quand même dans une période que je trouve assez anxiogène. Et donc nous, on cherche justement à sensibiliser les enfants sans les stresser, sans les angoisser, sans créer d'anxiété écologique, dans la mesure où on va leur parler aussi de leur potentiel, leur capacité d'agir. Nous avons tous le potentiel de faire à notre niveau quelque chose pour que ça bouge, pour que ça change. Et donc c'est vraiment ça, c'est de permettre aux enfants qui sont souvent les plus éloignés de l'action et de la possibilité de changer le monde, ben, au contraire, d'agir et de le faire tout en faisant les apprentissages. Donc finalement, ça donne un sens formidable aux apprentissages. Et comme le disait Mauve, le fait de l'avoir vraiment formalisé par un conseil éco-citoyen, ça permet aussi que chacun soit entendu, que les élans du cœur de chacun soient entendus, et que ce soit pas juste quelques leaders dans la classe qui poussent leurs idées, mais que tout le monde puisse faire part d'un projet qui lui tient à cœur. Alors, comment se passe un conseil éco-citoyen? Tout d'abord, il y a toute une phase de préparation de ce conseil. Donc, dans un premier temps, et ça vous le trouverez aussi dans les ressources que nous avons créées, vous allez faire avec les enfants un constat du monde. Un constat du monde et les sensibiliser aux enjeux actuels, que ce soit les enjeux écologiques ou les enjeux sociaux. Donc pour ça, nous utilisons les objectifs du développement durable développés par les Nations Unies, donc les 17 objectifs du développement durable, avec différents thèmes que vous pouvez aborder de manière plus ou moins approfondie en fonction des âges. Vous pouvez en complémentarité faire une fresque du climat junior. Maintenant, on trouve que les objectifs du développement durable des Nations Unies sont très complets, avec un beau visuel, avec aussi des affiches que vous pouvez vous procurer gratuitement. Donc ça parle vraiment aux enfants. Il y a des images, c'est très parlant. Après, ce constat du monde que vous allez faire avec toujours la vision du potentiel et des solutions, c'est-à-dire en gardant l'optimisme. L'idée, c'est pas de plomber les enfants, comme nous le disions tout à l'heure, mais de montrer le constat et tout de suite de parler des solutions qui existent. Ensuite, avec cette vision globale, dans un deuxième temps, vous allez recueillir les élans du cœur des enfants, les idées des élèves, et puis on va établir des groupes de travail par thématique, car souvent les thématiques sont assez communes. Donc, par exemple, il y a des enfants qui vont se regrouper sur tout ce qui est thématique autour de l'eau, qui est un sujet axial aujourd'hui, sur l'accès à l'eau et réduire les inégalités, par exemple. Donc, il va y avoir un groupe de travail là-dessus, et puis d'autres thèmes. Ensuite, les élèves vont préparer des campagnes. Donc là, il faut prévoir un peu de temps pour qu'ils puissent réaliser leurs affiches, répondre à une feuille de route où on parle des constats, des enjeux, des solutions. Et puis, ils vont se préparer à présenter leur campagne. Donc, avoir un temps de prise de parole en public pour se dire bah, qui va dire quoi. Et après toute cette préparation, qui est simple, hein, qui demande, voilà, je dirais 3-4 séances d'une heure, ensuite va avoir lieu le conseil éco-citoyen en cercle avec tous les enfants qui vont présenter leur projet par petits groupes et ensuite qui vont voter de manière démocratique le projet qui leur tient le plus à cœur. Et puis, suite à ça, nous allons valoriser ces projets, célébrer et après, ça permet aux enseignants, quand la thématique ressort, donc par exemple l'accès à l'eau, eh bien de réaliser sa programmation en interdisciplinarité autour de ce projet d'accès à l'eau. Voilà pour les grandes étapes. Vous trouverez tout aussi dans les ressources. Et ce qui est formidable, c'est que justement ces thèmes,
Ils peuvent être abordés dans chaque discipline, reliés au programme de l'éducation nationale. Donc, par exemple, ça peut être en français, d'écrire des lettres, bah, ça va faire travailler toutes les compétences en fonction du niveau, mais au niveau du français. Ça peut être, par exemple, en maths, de calculer les fonds récoltés. Voilà, on va en reparler plus tard. C'est pas juste en éco-citoyenneté, c'est pas juste pendant ce temps-là. Vraiment, ça peut être lié à toutes les matières. Et c'est ça qui est passionnant et très riche et qui va motiver les élèves. Ça va permettre aux enfants d'apprendre à travailler en groupe avec du collectif. Ça va leur permettre de mener aussi des recherches documentaires sur les thèmes abordés qu'ils souhaitent développer. Ça va permettre aussi de mobiliser l'écrit, de réaliser des supports variés, des affiches, de créer un slogan. Une compétence qui va être très développée, ça va être l'oralité. Donc de présenter un projet de manière claire, de savoir argumenter. Et puis ça va développer la coopération, l'écoute, la créativité. Donc pour les enfants, c'est une expérience unique de pouvoir mener un projet de A à Z tout au long de l'année, c'est-à-dire le présenter en conseil, puis ensuite le déployer, le dérouler tout au long de l'année avec ses enseignants et avec toute sa classe. Donc ça, c'est très riche. Et puis, par rapport aux compétences éco-citoyennes spécifiques, donc dans le domaine éducation au développement durable et à la transition écologique, donc qui fait partie maintenant du programme, qui couvre 4 domaines de compétences à aborder. Dans les grandes lignes, il y a tout ce qui est s'ouvrir à la diversité des thématiques du développement durable, faire preuve de discernement pour appréhender tous ces enjeux, avoir un comportement éthique et responsable aussi vis-à-vis de l'environnement, des sociétés, et agir individuellement et collectivement pour construire un monde durable, un monde meilleur. Donc ça, c'est dans le programme de l'éducation nationale et ça vous permet justement de les mettre en œuvre. Et après, à l'année aussi, selon la thématique qui est votée par les élèves, l'enseignant va adapter sa programmation. Je pense pour donner un exemple concret, une année en classe de CM1, CM2, les élèves avaient voté pour le fait de protéger les loups. Parce qu'on commençait à avoir davantage de loups en France et il y avait souvent des drames de gens qui chassaient les loups. Et donc, eux, ça avait été vraiment le sujet qu'ils avaient retenu. Et du coup, la maîtresse de cette classe, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait trouvé des dictées qui étaient toutes orientées sur la thématique du loup. Donc, ils ont fait toute cette période où ils ont travaillé sur ce projet, des dictées sur le loup. Elle leur a fait étudier des œuvres comme L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, L'œil du loup de Pénac. Donc, ils ont vraiment pu aussi lire des œuvres en lien avec ça. Mais aussi, ils ont pu faire de la géographie parce qu'ils ont suivi les balises. Il y a des loups qui ont des balises et ça permet de voir où ils circulent en France. Donc, ils ont pu faire de la géographie comme ça. Et ils ont fait évidemment des sciences en étudiant le régime alimentaire du loup, son mode de vie, son environnement. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'on peut couvrir énormément de compétences tout en se raccrochant au projet voté par les enfants. Ah, tout à fait, ça sert de fil conducteur pour les différentes disciplines et finalement c'est la créativité de Exactement. l'enseignant aussi qui va servir de limite parce qu'on peut vraiment aller partout. Exactement. Avant qu'on parle des consignes, du rôle de l'élève, de la manière dont le jugement majoritaire est fait, est-ce qu'on peut juste détailler un petit peu dans le déroulé le niveau de présentation des élèves? C'est-à-dire que les élèves, quand ils vont arriver au moment du conseil éco-citoyen, ils vont présenter les problèmes, ils vont aussi présenter des solutions, mais à quel point elles sont détaillées, à quel point elles sont tout de suite opérationnelles, ou comment vous allez par la suite les travailler et les mettre en place tout le long de l'année avec les projets éco-citoyens. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce point, s'il vous plaît? Donc, en fonction des âges, bien sûr, ça va pas être détaillé de la même manière. Des maternelles, ils vont avoir une campagne différente que des élémentaires ou que des CP Collégiens. avec des CM1, des CM2 ou des collégiens. Parce que, en fait, notre conseil éco-citoyen, il est adaptable à tous les âges, de la maternelle au lycée. Donc, les campagnes qu'ils vont préparer, ils vont toujours avoir une feuille de route pour les guider sur le constat. Donc, quelle est la problématique liée à ce thème? Ensuite, solution. Donc là, je pense par exemple au problème des déchets. Donc, ils vont trouver les sources du problème des déchets. Ensuite, ils vont trouver des solutions concrètes, réalisables, c'est-à-dire réalisables d'un point de vue local
déjà. Donc, par exemple, le problème des déchets, on peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui peut concrètement être mis en place déjà au sein de ma classe, au sein de mon école et peut-être au sein de mon quartier. Donc, ils vont donner des pistes. Ça peut être faire un World Cleanup Day, ça peut être mettre en place le tri ou le zéro déchet, comme je sais que vous avez créé beaucoup de ressources aussi sur le zéro déchet. Donc, effectivement, c'est des actions et des solutions qui sont réalisables. Et pour les plus âgés, ils pourront approfondir davantage et aller plus loin. Il faut que les projets puissent être tous présentés lors du conseil éco-citoyen de présentation des projets. Donc il y a quand même, selon les tranches d'âge, un temps qui est fixé, donné, mais on permet aussi à chacun de prendre la parole. S'ils sont un groupe de plusieurs, chacun peut prendre la parole. Donc ça peut faire jusqu'à 10 minutes hein, par groupe quand ils sont plus grands, dans les grandes classes. Et chez les plus petits, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Est-ce que vous voulez parler un petit peu plus spécifiquement des consignes, du rôle de l'élève, du vote à jugement majoritaire, etc. peut-être? Au niveau des consignes, donc la première consigne qu'on va se partager, c'est déjà de poser le regard sur le potentiel. Déjà le nôtre, sentir son potentiel pour agir et voir le potentiel des autres enfants en étant dans le non-jugement, c'est-à-dire pas dans la critique, dans le négatif, mais vraiment ouvrir et dans la bienveillance, se dire, bah voilà, tous les projets qui vont être proposés sont justes, sont bons. Il y en a un qui peut-être va voilà, de manière démocratique, va remporter l'élection. Mais au fond, on pourrait mener tous les projets des enfants. Et d'ailleurs, souvent, il y a un projet qui est choisi et on essaye le deuxième projet de le mener aussi d'une autre manière. Il y a eu une année, il y avait un énorme élan sur tout ce qui était protection des orang-outans, l'huile de palme, sensibiliser à l'huile de palme. Et en parallèle, il y avait eu un énorme élan sur diffuser la joie et la paix dans le monde. C'était la première fois que ce projet arrivait depuis quelques années. Donc on s'est dit, ce serait dommage de ne pas diffuser la joie et la paix dans le monde vu les besoins actuels. Donc finalement, on a fait les deux projets ensemble. On a réussi à combiner ça. Donc, ouvrir, c'est-à-dire être dans la coopération, c'est pas une compétition entre projets. Et ça, je trouve que ça ressort très bien dans la vidéo de nos conseils éco-citoyens. Il y a une élève qui dit, il n'y a pas de meilleur projet. Donc, la règle et la consigne, c'est être dans la coopération et pas la compétition. Ensuite, c'est de créer, nous, un, un cadre sécurisant, que les enfants se sentent à l'aise. Et c'est ça le non-jugement va créer ça, et le regard sur le potentiel, pour qu'ils se sentent à l'aise de s'exprimer à l'oral avec confiance. Et puis ensuite, c'est en conseil, comme c'est un grand cercle, souvent on peut même le faire avec deux classes, deux, trois classes, eh bien, c'est de lever la main pour prendre la parole. Et il va y avoir des élèves médiateurs qui vont nous aider et qui vont donner le bâton de parole pour pouvoir que chacun s'exprime dans la justesse. Et ils vont faire en sorte aussi que tout le monde ait à peu près la parole. Et bien sûr, chaque groupe passe de manière équitable. Et par rapport au rôle justement des médiateurs modérateurs, donc ils vont introduire avec nous le conseil. Ils ont un rôle important. C'est pas que les enseignants qui modulent, qui modèrent. Et c'est vraiment une place pour les enfants, pour justement qu'ils déploient aussi leur capacité à gérer, à animer un groupe. Du coup, ils deviennent de plus en plus à l'aise avec ça. Et donc, ils introduisent le conseil avec les enseignants. Ils donnent les consignes avec nous du conseil. Souvent, elles sont même écrites pour que ça soit clair. Ils annoncent le passage de chaque groupe. C'est eux qui disent, ah bah, le groupe sur la protection des oiseaux, le groupe sur la réduction des déchets, etc., etc. Et puis, ils valorisent aussi avec nous les projets. Donc, la valorisation, c'est très important pour donner l'élan et créer de la motivation chez les enfants, les élèves ou même les collégiens, les lycéens. Afin de faire émerger le ou les projets qui vont nous occuper sur l'année, on utilise une technique de vote qui n'est pas encore assez connue et qui mériterait de l'être davantage, qui s'appelle le vote à jugement majoritaire. Autrement dit, au lieu de voter que pour un projet et de mettre finalement à la poubelle tous les autres, l'idée c'est plutôt d'attribuer une mention de valeur à chaque projet en disant bah, celui-là je le trouve génial, je suis à fond pour lui, celui-là je le trouve bien, celui-là bof, mais de pouvoir vraiment donner une mention de valeur.
Et ensuite, on va s'attacher aux projets qui réunissent le plus de motivation de la part de tous les élèves. Donc, on va avoir une vision beaucoup plus nuancée que si on avait fait le vote habituel tel qu'on le connaît dans nos élections et qui mériterait de changer lui aussi. Et donc, nous, on aime beaucoup ce vote à jugement majoritaire et nous en parlons beaucoup parce que c'est un outil qui est beaucoup plus démocratique et qui permet vraiment de nuancer et de s'approcher le plus possible des aspirations des enfants. Donc, on vous invite à vraiment découvrir cet outil. On vous a donné des ressources dans les ressources que vous avez développées avec nous, Green Step. Mais voilà, de vraiment aller regarder ça parce que c'est génial. Ça peut être peut-être le moment où, si tu veux partager des images pour qu'on puisse voir quelles sont les thématiques abordées, quelles sont les actions concrètes qui en découlent, pour donner des idées aux enseignants qui nous regardent. Donc là, on voulait vous partager justement quelques projets très concrets qui peuvent être réalisés avec les classes, de la maternelle jusqu'au lycée, comme le disait Mauf. Nous avons retenu spécifiquement des projets qui nous semblent faciles à déployer, où que vous soyez, quelles que soient vos classes, quels que soient vos niveaux. Donc voilà, on va commencer par mettre l'accent d'abord sur le World Cleanup Day, donc, qui est la journée mondiale du nettoyage, qui existe depuis un petit bout de temps, qui avait été lancée, je crois, en Estonie, et qui est maintenant dans 156 pays. Il y a jusqu'à 18 millions de personnes qui participent. C'est souvent lors de la deuxième semaine de septembre. Et les écoles peuvent s'inscrire pour faire des ramassages. Donc, ce qui est génial, c'est que le site du World Cleanup Day donne énormément de ressources sur comment est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'il faut prévoir, etc. Ça rend les enfants super acteurs. On peut mobiliser aussi les parents pour accompagner. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie les alentours de l'école, le parc, et ça donne des idées. Donc juste pour vous montrer aussi comment ça crée cette pratique aussi de l'éco-citoyenneté de manière en faisant passer les enfants à l'action, crée des résultats. Là, vous voyez à gauche sur l'image, il y a un pot de mégots. Donc très souvent, ça fait partie des choses qu'on ramasse le plus, hein, finalement, des mégots. Et il y a des enfants qui se sont dit, mais en fait, c'est vraiment nul qu'il y ait autant de mégots dans l'allée. Et donc, en bas à droite, vous voyez une boîte à mégots qui a été créée en technologie par les collégiens suite au World Cleanup Day, où il faut voter finalement pour la série qu'on préfère le plus. Donc, ils avaient mis Riverdale ou Stranger Things. Et donc, les gens votent avec leurs mégots. Et donc, en accrochant ça à un arbre dans l'allée, ben, ça évite que les gens jettent leurs mégots. Donc, c'est juste pour dire, on peut partir avec un World Cleanup Day et quelquefois, on ne sait même pas jusqu'où ça va nous mener. Donc, on avait fait aussi des pochoirs. Ici commence la mer avec de la peinture qui s'en allait à l'eau. Et là, vous voyez les élèves, ils sont hyper contents. Évidemment, on les équipe, hein, des gants. On leur explique bien qu'on ne ramasse pas tout. On ne va pas ramasser des choses dangereuses comme des seringues. Tout ça est très bien expliqué sur le site. Et ensuite, voilà, quand vous les habituez à ça, c'est certain que ils vont être très sensibilisés. Et s'ils vont sur la plage, par exemple, vous pourrez être sûr qu'ils vont ramasser les choses autour d'eux et les déchets voilà, qui vont leur sauter aux yeux, quoi. Donc, c'est vraiment un moyen d'engager la communauté très rapidement sur une action très facile à faire où tout est clé en main sur le site du World Cleanup Day et bien s'inscrire pour le ramassage sur leur site parce que comme ça, on est comptabilisé. Il y a 25 000 ramassages par an en France. Ce serait dommage de ne pas référencer le sien. Donc, une deuxième initiative qu'on trouvait très facile à mettre en œuvre et qui cette fois s'intéresse moins à l'environnement et plus à l'humain, c'est une initiative pour les personnes sans abri. Ça, c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de villes, la Croix-Rouge aussi, beaucoup d'associations d'ONG qui, au moment de Noël, proposent de faire ces colis solidaires. Et donc, il faut demander à vos élèves de pouvoir apporter différentes choses. Vous pouvez créer en art plastique des jolies boîtes aussi. Et donc, c'est un moment qui est vraiment magique. Donc, souvent, dans un colis solidaire, on va retrouver un produit d'hygiène, des douceurs, un jeu ou un loisir, un accessoire chaud, et puis un mot, un dessin. Donc là, c'est super parce que nos élèves, ils adorent écrire des mots pour encourager ces personnes à garder le cap, à garder le courage, à avoir passé un bon Noël. Donc voilà, c'est vraiment des moments, je trouve, où on peut vraiment développer l'empathie aussi chez les élèves. Et on peut combiner ça. Nous, il se trouve qu'on a un monsieur SDF à côté de chez nous, un monsieur sans-abri qui s'appelle Vijay, et on a combiné ça avec le fait, donc je le mets sur la photo précédente, vous voyez à gauche les deux petites filles qui apportent un thermos de thé, de café. Donc, on combinait nos sorties au gymnase où on passait le voir avec le fait de lui apporter du thé, du café. Et puis, au moment de Noël, on lui avait apporté ce joli colis jaune que vous voyez là. Donc, juste pour dire que ça, c'est facile à faire
Et c'est une des idées qui est facilement applicable en classe avec les élèves, quel que soit leur âge. Et d'ailleurs, c'était revenu dans les conseils éco-citoyens, cet élan d'apporter de l'aide aux sans-abri, de l'aide aux personnes qui avaient plus de difficultés. Donc en fait, les enfants, ils sont très touchés par ça et le fait de pouvoir apporter des solutions dans le quartier, ça les rassure aussi. Parce que c'est vrai que ça peut être de voir autant de personnes, en tout cas à Paris, il y a beaucoup de personnes sans abri, ça les rend tristes et donc ça permet d'agir concrètement et c'est très rassurant. Et donc oui, nous pouvons aussi faire des plantations d'arbres. Ça a été un thème qui a été voté plusieurs fois, protéger la forêt, protéger les arbres. Ça, les enfants, ils sont très sensibles aussi à cette nature. Et donc là, la possibilité de planter des arbres arrive souvent avec Forest and Life notamment. Forest and Life qui est un projet qui a été créé il y a une douzaine d'années par notamment un des fondateurs de Kinome, qui est une ONG qui agit dans le monde pour la reforestation et pour répondre aussi aux besoins fondamentaux des êtres humains. Donc c'est comme une ONG, c'est des projets de solidarité dans le monde et de reforestation. Et donc, ils proposent ce programme pour toutes les écoles qui ont envie d'y participer. Donc, ils peuvent pas accueillir beaucoup d'écoles par an, mais ils essayent en tout cas de répondre le plus possible quand il y a des demandes. Et le principe, c'est de planter, on l'a fait encore récemment, un arbre pour soi, donc pour la France ou pour notre région, et ensuite en parallèle d'apporter deux arbres dans un pays étranger. Donc, par exemple, Madagascar, ils ont un partenariat, une coopération avec Madagascar. Donc, quand je plante un arbre pour moi, je plante aussi deux arbres pour Madagascar et donc en tout trois arbres pour la planète. Et donc, ça permet concrètement aux enfants de mettre les mains dans la terre, de voir comment on plante un arbre, de voir pourquoi il faut replanter des arbres, pourquoi il y a des arbres qui sont coupés ou qui sont malades. Et ça aussi, c'est un projet qui fédère énormément et qui motive les enfants. Récemment, on a planté des arbres et ils étaient le cœur rempli de joie et de se dire sur un temps long, et ben là, j'ai planté mon arbre maintenant, mais quand je vais repasser dans 2, 3 ans, ben, il sera plus grand et puis il faut attendre 10, 15 ans avant qu'il pousse vraiment. Et c'est un geste fort de contribution pour la planète. Donc ça, c'est un programme qui est accessible à tous. Et il y a des programmes en région Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions. Donc, ne pas hésiter à les contacter pour voir si des programmes sont possibles avec eux. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure, il y a la possibilité aussi de faire un jumelage et de créer de la solidarité internationale. Donc, nous avons déjà fait ce projet avec l'école des Saphirs à Madagascar, dans le cadre aussi de Forest and Life. Et donc, c'est très fort parce que cette école, elle a été créée il y a une dizaine d'années pour les enfants qui travaillaient dans les mines de saphir. Et donc, cette ONG qui s'appelle Haute Coco et qui a un partenariat avec l'ONG locale qui s'appelle Bel Avenir, ont décidé de créer cette école pour sortir les enfants des mines et leur apporter l'éducation dont ils avaient besoin, la santé aussi. Donc, ils ont fait un gros travail de sensibilisation avec les familles et ils ont créé cette école il y a une dizaine d'années. Et donc, nous avons fait des échanges de courriers. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on se disait avant et les compétences, notamment du programme, de pouvoir écrire des courriers à son correspondant, de découvrir aussi une autre culture, d'autres façons d'être, d'autres façons de faire, une autre langue. Donc, ça ouvre énormément. Ça permet d'ouvrir l'esprit, le cœur, d'aller à la rencontre de personnes qui n'ont pas les mêmes modes de vie. Et puis, nous leur avons envoyé des cahiers de réussite. Voilà. Donc, il y a des beaux échanges à mettre en place avec des enfants du monde. Et puis, on a aussi, puisqu'il y avait au niveau des besoins qui étaient ressortis sur place par les partenaires locaux, justement, ils avaient partagé que pour le moment, l'accès à l'eau était vraiment dégradé. Donc, il y avait des puits de fortune qui étaient mis en place où les enfants étaient payés pour aller chercher de l'eau. Et donc, l'ONG Haute Coco et Bel Avenir ont décidé de faire un forage de puits. Et donc, nos élèves ont eu l'élan de contribuer à ce forage pour permettre plus l'accès à l'eau.
Et puis pour finir, ils envoient chaque année les enfants malgaches comme des classes vertes en fait. Bon, eux, ils appellent ça classe bleue parce qu'ils vont au bord de la mer. Et nous avons aussi soutenu ces séjours éducatifs et environnementaux pour ces élèves malgaches en faisant des ventes de calendriers. Donc, c'est nos élèves qui ont fait les calendriers. Donc, ça, c'est génial aussi parce que c'est un super projet coopératif à faire. Et puis ensuite, on les vend dans le quartier, pas que aux parents. Et ça permet aussi de récolter des fonds pour créer de la solidarité internationale et réduire les inégalités dans le monde. Alors, un autre type de projet qu'on trouve assez facile à conduire avec sa classe, quel que soit l'âge, c'est tout ce qui concerne les espèces en voie de disparition. Parce que ben, nous savons tous combien les enfants ont un lien vraiment spécial et fort avec les animaux. Et donc, du coup, leur proposer justement de venir en aide à des animaux qui sont en voie de disparition, c'est toujours un grand moment pour eux. Ils adorent, ils sont fans. Donc, on a mené énormément de projets de parrainage d'espèces en voie de disparition. Heureusement qu'on les accueille pas à l'école, sinon on aurait toute une ménagerie. Mais que ce soit les baleines, les orang-outans, les chimpanzés, les pandas, les bonobos, les girafes, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, bref, j'en Les passe. tortues, Les tortues, les ouais. coraux. Enfin, voilà, il y a eu énormément, énormément de choses. Et ce qui est génial, c'est que c'est globalement assez structuré. Il y a beaucoup d'ONG avec qui on peut travailler assez facilement quand on est une école pour faire ça, à commencer par le WWF, tout simplement. Et donc, du coup, là, je vous ai juste mis une photo sur un des premiers projets qu'on avait conduit. Donc, ça remonte à un certain nombre d'années. C'était le projet pour les bonobos. Donc, les bonobos qui sont un singe qui ont 99% de leurs gènes en commun avec nous. Et donc, ce qui avait été génial, c'est que en menant ce projet Bonobo, ben, on a pu toucher à nouveau à toutes les matières, la géographie, Séoul-Congo, la République démocratique du Congo, où ça se situe, c'est quoi ce continent, l'Afrique, etc. Le bonobo, qui c'est, comment ça se fait qu'il a 99% de gènes en commun avec nous, c'est quoi son alimentation, c'est quoi son habitat, pourquoi il est menacé. Ensuite, il a fallu faire de la créativité. Comment est-ce qu'on va lever des fonds pour les bonobos? Et donc est venue l'idée de faire un calendrier de l'Avent, mais inversé. Au lieu de prendre une friandise, eh ben, on va demander, c'était des petits centimes, mais à la fin, ça faisait une petite somme quand on fait tout le mois de décembre. Donc des petits centimes qui étaient demandés et ils devaient aller poser leurs devinettes à droite à gauche autour d'eux. Et donc, ils ont récolté plein de petites pièces jaunes et même cuivre, là, comme on peut le voir. Et ensuite, donc, il y a eu un énorme travail de mathématiques parce qu'il a fallu compter. Donc, c'était des additions, des multiplications, c'était super. Il a fallu faire la remise en banque, c'était pas mal non plus. Et donc, du coup, juste pour dire qu'avec un seul projet, on touche énormément de matière et les enfants étaient hyper touchés. Et là, on vous a mis Claudine André en photo parce que c'est elle qui était venue nous parler de ce projet-là. Et en fait, elle ne s'attendait pas à ça, mais les enfants ont levé beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ils ont pu parrainer deux bonobos et en faire opérer un troisième de la cataracte. Et franchement, la tête de Claudine, quand elle a reçu le chèque, elle était émue. C'était hyper touchant de voir ça. Donc, c'est toujours des beaux moments. Là, j'ai mis une autre plus récente où les enfants ont voulu venir en aide aux girafes. Donc, ils ont fait des œuvres cette fois-ci. Donc, c'était vraiment une vente d'œuvres d'art avec affichage. Ils ont appris énormément de choses en travaillant avec une ONG. C'était très drôle d'ailleurs parce que on le voit sur la photo, ce sont des petits enfants de maternelle. Et l'ONG pensait avoir affaire à des collégiens, donc c'était très très drôle quand ils se sont vus à l'écran. Ils étaient très surpris que les enfants soient si petits, comme quoi il n'y a pas d'âge pour agir. Là, on voit comment se passe la vente. Donc on voit, il y a une jauge, les enfants colorient au fur et à mesure qu'on dépasse un certain nombre d'argent. Donc ça motive aussi les gens qui viennent acheter dans la rue, etc. Ils vendent aussi au parc. Donc voilà, on fait une exposition vente. Et puis là, je vous ai mis une dernière action que nous avons faite, cette fois-ci pour les orang-outans et la biodiversité. Donc là, on a fait un défi sans huile de palme. Donc c'était assez intéressant parce que même nous, les adultes, on a appris plein de trucs. Il y a de l'huile de palme dans les dentifrices, par exemple. Donc comme pour faire un défi sans huile de palme, eh ben, c'est pas évident, il faut faire attention parce il y en avait jusqu'à maintenant un peu partout. Les enfants ont créé une chanson avec un clip vidéo. Donc juste pour dire aussi qu'il y a plein de modalités. On peut faire des œuvres d'art, on peut faire des calendriers, on peut faire des chansons.
Ils ont fait une expo-vente à nouveau et ils ont pu adopter symboliquement un orang-outan avec une fondation. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est à chaque fois d'identifier quel est le bon acteur, qui est-ce qui est le plus engagé sur le sujet et de voir comment travailler avec eux. C'est toujours possible. Nous, on n'a jamais rencontré de résistance de la part des ONG pour travailler avec nous. Donc, c'est très chouette et très souvent, ils structurent aussi leurs actions avec les écoles et ils permettent aux classes de contribuer. Donc, voilà pour l'aspect plus espèces en voie de disparition. Et puis, par exemple, là, les enfants avaient voté une année sur la protéger les abeilles et la biodiversité. Il y avait beaucoup de choses à faire sur ce thème qui est vraiment d'actualité. Donc, il y avait eu toute une mobilisation avec les parents pour contre les néonicotinoïdes, avec la diffusion d'actions pour stopper ce retour de ces produits très très mauvais pour les abeilles et pour la planète. On a créé aussi des zones de bzz pour planter des fleurs. Donc ça peut être fait facilement. Il y a beaucoup d'associations qui envoient gratuitement des graines. Par exemple, zone de bzz. Ils envoient des graines gratuitement et puis après, vous semez avec les enfants et ça, ils adorent. Donc là, en plus, en explorer le monde, questionner le monde, vous faites le cycle de vie de la plante. Enfin, il y a encore plein de possibilités de l'étudier, la plante. Ça peut être aussi dans une autre langue. Si vous faites l'anglais, bah tiens, on va apprendre les noms de la plante, de la graine, etc. On a aussi fait ce que nous aimons beaucoup, c'est tout ce qui est sciences participatives. Donc ça aussi, c'est accessible à tout le monde, avec notamment la participation au projet Speople. Donc là, c'était pour suivre les pollinisateurs. Et donc, les enfants prennent des photos des pollinisateurs qu'ils observent dans un espace naturel près de l'école. Donc, je pense que même dans la cour de récréation, c'est possible s'il y a un petit espace vert avec au moins quelques arbres, quelques buissons, quelques fleurs. Donc, allez d'observer, prendre des photos et ensuite vous envoyez tout ça aux chercheurs du Muséum d'histoire naturelle et donc vous contribuez à nourrir les données sur la biodiversité dans votre région. Et donc, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, faire ces projets de sciences participatives. Et on verra après, il y a plein de programmes qui existent, que ça soit pour observer les escargots, compter les escargots, les vers de terre. Donc ça, c'est des choses aussi faciles à mettre en place et les enfants, ils se sentent investis et proches des animaux. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être fluide. Et puis après, vous pouvez aussi parrainer des ruches, soutenir des associations. Et là, c'était un toit pour les abeilles, pour protéger les abeilles, notamment en France. Et je pense en sciences Et participatives, il y a aussi oui, beaucoup de choses sur les oiseaux. Observation des oiseaux, tous les petits passereaux, etc. Donc ça, c'est super aussi parce que dans une cour de récré, on en voit forcément aussi. Donc il y a plein d'observations à faire et qui contribuent directement. Ça aide les chercheurs. Donc c'est ça qui est assez génial, les sciences participatives. Pour ça, c'est qu'on on met un pied dans la science et on aide aussi la science. et pour ça, vous pouvez contacter Viginature École. Et donc là, il y a tous les protocoles qui existent, donc escargots, oiseaux, fleurs, les sauvages dans la rue aussi, c'est passionnant. Même quand on est en ville, les chauves-souris, les abeilles, les vers de terre, les algues quand vous êtes en Bretagne. Et aussi, vous pouvez après vous mettre en relation avec des chercheurs, vous faites des visios avec eux pour qu'ils vous en disent un peu plus justement sur cette espèce. Donc voilà, les enfants vont devenir des véritables naturalistes et en même temps faire de la recherche action concrète. Et puis, il y a toutes les ressources aussi que vous avez développées, vous, Green Step, qui permettent aussi de conduire plein de projets éco-citoyens dans sa classe, en fait. C'est ça qui est génial, que ce soit un potager, le zéro déchet. Enfin, il y a énormément de ressources que vous avez développées avec des écoles. Et je trouve ça super de se dire qu'il y a toutes ces ressources aussi sur place pour pouvoir inspirer les élèves, s'inspirer et conduire des projets faisables, concrets, tangibles pour les enfants et qui les motivent. En tout cas, c'est vrai, merci beaucoup de rappeler que sur notre site Green Step Project, vous pouvez trouver en libre accès plein de ressources qu'on a co-créées avec des écoles comme Living School, justement. Donc nous, sur le thème de l'éco-citoyenneté, mais il y a vraiment plein d'autres thématiques. Et en revoyant tous ces exemples-là, ça me fait penser quand on était venu dans votre classe pour filmer, documenter, à quel point aussi vous traitez des sujets qui sont hyper importants, qui peuvent être aussi profonds, que ce soit du point de vue écologique ou humain, parfois un peu grave aussi. Et j'avais été très impressionné de la posture des élèves,
de leur maturité face à ces enjeux-là qui peuvent être parfois un petit peu déroutants. Et je pense que ça peut faire le lien avec le savoir-être, parce qu'on en avait parlé en introduction, qu'il y avait plusieurs piliers. Donc là, on a pas mal développé le plan éco-citoyenneté, et peut-être qu'on peut aussi revenir et développer un petit peu le savoir-être et voir comment ça fonctionne ensemble, ou au moins pourquoi c'est essentiel à la bonne conduite des projets éco-citoyens. Alors, complètement. Et tu fais vraiment bien de le rappeler. Pour nous, le savoir-être, il va même être au cœur du réacteur. C'est-à-dire, avant même de toucher à l'éco-citoyenneté, on va d'abord s'occuper d'être bien avec soi, bien avec les autres. Parce qu'on ne pourra pas faire des choses bien pour le monde si on n'est pas bien avec soi et si on est en conflit permanent avec les autres. Et donc, du coup, pour nous, le savoir-être, c'est le cœur de la pédagogie. Et comme le rappelait Mauve en introduction, il y a deux messages, j'ai envie de dire, les plus importants qu'on peut retenir du savoir-être. C'est de faire passer déjà le message aux enfants et aux jeunes qu'ils ont tous du potentiel. Et ça paraît comme ça d'une évidence quand on le dit, mais en fait, on en est tellement loin encore dans la société. Je donne juste un exemple personnel parce que ça m'a marqué, mais hier, je faisais un bilan psychomoteur avec ma cadette et elle me dit, est-ce que vous pouvez décrire votre enfant? Et moi, je commence à décrire mon enfant en donnant des qualités. Et elle m'interrompt et elle me dit, ah, si vous saviez comme ça me fait du bien de vous entendre, vous êtes une des premières mamans qui me parle positivement de son enfant. Et je me suis dit, waouh, c'est trop triste en fait. Les enfants, ils ont tous des qualités, ils ont tous énormément de ressources. Et trop souvent, et encore plus en France, nous avons l'habitude de mettre le regard sur ce qui va pas, ce qui manque. Alors, parfois, ça part d'un bon sentiment, de se dire, oui, il faut l'aider à être mieux encore, mais en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. En vrai, pour vraiment développer la confiance en soi de nos élèves, le plus important, c'est d'abord de valoriser ce qui se passe bien, de valoriser leur réussite. Et donc pour nous, passer ce message que tout le monde a du potentiel, tout le monde a des richesses, que tout le monde a quelque chose à apporter, que tout le monde est unique aussi, bah, c'est drôlement important. Donc ça, c'est vraiment un message numéro un et un outil que nous aimons beaucoup et que nous cherchons à chaque fois à diffuser le plus largement possible, c'est le cahier de réussite. C'est que chaque enfant ait un cahier de réussite qui n'est pas, attention, qui n'est pas un livret de compétences, parce que souvent les gens se disent oui, oui, c'est des compétences. Non, 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 non. C'est vraiment un cahier de réussite dans lequel l'enfant va pouvoir célébrer bah, tout un tas de choses. J'arrivais pas à prendre la parole en groupe avant, maintenant j'y arrive. Donc c'est vraiment un cahier qui recense toutes les réussites des enfants, que ce soit scolaire ou pas scolaire, dans la vie au global. Et ça, c'est vraiment important de mettre le regard sur les ressources. Et le pendant, en fait, de ce plein potentiel, c'est le non-jugement. C'est de se dire que si nous jugeons, si nous condamnons, si nous cassons, bah, évidemment qu'on ne considère pas l'enfant dans son plein potentiel. Et donc, éviter ça et enseigner ça. Enseigner à la classe que, vu que chacun a du potentiel, on ne va pas commencer à critiquer négativement, à casser, à dire qu'il est nul, qu'il est lent. Donc, à pas mettre d'étiquette sur les enfants, sur les jeunes, mais vraiment travailler ce non-jugement. Donc pour nous, ça, c'est vraiment essentiel de diffuser cette notion du plein potentiel. Nous avons tous le potentiel de faire une différence dans ce monde, tous le potentiel d'apporter notre rime, d'apporter notre talent particulier. Et nous n'allons pas ni nous juger nous-mêmes, ni juger les autres. Donc ça, c'est très, très important aussi. Et ça va vite, hein. Le fait de juger va très très vite. Il suffit qu'il y ait un enfant un peu agité ou un enfant qui va plus doucement. Ah, il est lent. Ah, qu'est-ce qui m'énerve? Bon, bah voilà. Donc là, c'est vraiment faire attention à ça, ne pas condamner, ne pas critiquer. Et du coup, notre exemplarité à nous, elle est clé, nous adultes, c'est-à-dire de vraiment montrer l'exemple par rapport à ça. Et évidemment, quand on a créé ce socle-là de voir les enfants et les jeunes dans leur potentiel, de ne pas les juger, on a des bonnes bases pour créer de la coopération. Parce qu'alors, les enfants, ils se rendent compte que c'est vachement plus sympa de réussir tous ensemble que de gagner, où il y a un gagnant et tout le reste est perdant. Et que c'est beaucoup plus intelligent d'être dans l'entraide que d'être dans écraser les autres, dominer. Et donc, les projets éco-citoyens sont des réussites coopératives. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que chacun va apporter son projet, mais au final, on va en conduire un, deux dans l'année. Mais c'est un, deux projets qui vont être conduits. Tout le monde aura eu un élan énorme à le faire, aboutir, et tout le monde aura contribué, tout le monde aura apporté sa pierre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut, de manière à encourager, faire vivre ce projet, vraiment marquer des temps pour bien valoriser.
bien valoriser les étapes, bien célébrer. Quand je sais pas, vous voulez installer un composteur, il faut demander une autorisation. Les élèves ont rédigé une lettre aux institutions à qui il faut demander l'autorisation, etc. Bon, bah, on va célébrer cette étape. Super, la lettre est partie, on l'a postée, nous célébrons. Donc, vraiment marquer les étapes, célébrer, parce que, ben, pareil, on n'est pas dans une société aujourd'hui où la valorisation est de mise et pourtant, ça crée un vrai élan, une vraie motivation. Donc, bien valoriser chaque étape. Donc voilà, pour le savoir-être, je dirais, c'est vraiment les deux clés, le plein potentiel, le non-jugement et bien valoriser. Et avec tout ça, vous allez créer de la coopération et ce sera magique. Depuis tout le temps que vous menez ces conseils et ces projets pour la planète, quels effets vous avez pu observer sur les élèves en individuel, peut-être sur la cohésion de groupe, sur l'établissement, etc. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience du point de vue des effets bénéfiques que vous observez? Mais déjà, ça crée énormément de motivation. Le fait que ça soit les projets des enfants et des élèves eux-mêmes, ça crée une motivation énorme, exponentielle tout au long de l'année. Et c'est fort parce que même quand il y a des difficultés, ils relativisent plus, ils sont tellement connectés au sens et ils sont portés par cette action qu'en fait le reste, bon, quelque part, ça a moins d'importance parce qu'ils voient vraiment la valeur, ils voient vraiment la richesse et les effets que ça va apporter dans le monde. Donc, les projets éco-citoyens, tout le projet aussi de savoir-être, enfin, tout notre positionnement avec le regard sur le potentiel fait que ils sont plus confiants, ils sont plus motivés. Et le fait que les apprentissages soient reliés au sens, bah, c'est plus concret, donc c'est moins abstrait. C'est pas que dans l'intellect. Toutes les intelligences sont mobilisées. Donc ça crée énormément d'effets positifs et bénéfiques pour les enfants. Et puis, avec ces projets-là, ils ont l'expérience concrète qui peuvent apporter un changement dans le monde. C'est pas que des paroles, c'est dans les faits, ils le voient, ils l'expérimentent. Et donc c'est vraiment une expérience. Et quand, en tant qu'enfant, nous avons vécu cette expérience, ensuite, pour notre vie à venir, ça donne quand même de la force, quoi. Donc pour affronter bah, les autres épreuves qui vont arriver, de se dire, bah, en fait, j'ai le potentiel de changer les choses, je l'ai déjà fait, et bah, je vais le refaire là, je vais remobiliser mes ressources. Et aussi, ça développe le sens de l'initiative, de oser prendre une initiative, oser proposer un projet. Et puis de développer l'empathie, on en parle beaucoup aujourd'hui, de plus en plus de développer l'empathie, bah là, ça permet de développer l'empathie et l'ouverture du cœur et de se mettre à la place d'autrui, par exemple avec Madagascar, de se mettre à la place d'un enfant bah, qui n'a pas les mêmes conditions de vie et qu'il va y avoir un échange, que cet enfant il va m'apporter des choses, moi aussi je vais lui apporter des choses dans une unité en fait. Au fond, on est tous, il y a cette unité, on est tous égaux et c'est une belle rencontre, je trouve, et ça permet d'ouvrir encore plus le cœur. Et puis la joie d'être dans l'altruisme, d'apporter sa contribution. Voilà, ça fait du bien en fait, ça fait du bien et les enfants, ils viennent à l'école et ils se disent on va apporter un peu de joie autour de nous et généralement ça les rend très heureux. Et puis aussi ça apporte du coup bah, du bien-être aux enseignants, du bien-être global dans la classe, dans l'école. Ça crée un climat plus global de positivité alors qu'on sait qu'au quotidien, c'est pas toujours évident de gérer les classes, les niveaux, les difficultés des uns des autres. Mais là, ça crée sens autour d'un projet commun. Ça crée de l'unité. Donc, ça fait émerger aussi une nouvelle génération d'acteurs du changement. Un petit exemple concret des effets que ça peut créer. Une année, dans la classe de CE2, CM1, CM2, c'était un triple niveau à cette époque-là. On a deux enfants, Manon et Lula, qui sont arrivés un matin, la veille des vacances de Noël, en disant on a une idée de projet, est-ce qu'on pourrait le mener? Et elles nous ont dit, voilà, le monsieur sans-abri de notre quartier, Vijay, il va pas avoir de cadeau de Noël. Ça va pas, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Et vu que c'était le dernier jour avant les vacances, on leur a dit, bah écoutez, on vous laisse carte blanche à cette classe-là. Ils étaient hyper motivés.
Et donc, il y a un groupe qui a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Vijay, parce qu'il est dans la rue, donc qu'est-ce qui serait utile. Un groupe qui a réfléchi à comment on pourrait lever de l'argent pour pouvoir faire ça. Donc, ils ont fait des recherches et tout. Et puis, donc, il y a un groupe qui a eu cette idée de, tiens, ça pourrait être une radio dynamo. Alors, moi, je me disais, waouh, ils sont forts parce que j'aurais pas eu cette idée. Et ils sont allés voir sur Internet, ça existait. Ils en ont trouvé une sur Nature et Découverte. Enfin, c'est pas une pub, mais bon, voilà, elle était là. Et ils ont vu le prix et ils se sont dit, bon, alors, il va falloir vraiment qu'on vende des trucs. Et donc, le groupe qui créait a dit, bah, nous, on va faire des marque-pages. Donc, ils ont fait des marque-pages. Mais sur les marque-pages, ils voulaient qu'il y ait des valeurs. Donc, paix, force, joie. Enfin, voilà, ils faisaient des dessins, des valeurs. Ils ont plastifié. Donc, c'était des petites usines de plastification sur la matinée. Et ensuite, ils sont allés vendre tout ça au parc des Buttes-Chaumont, qui est notre récréation. Ils l'ont vendu à la fois aux passants, mais aussi aux touristes. Donc, c'était drôle, parce qu'il y avait des groupes qui parlaient en espagnol, en anglais. Voilà, ils vendaient. Et quand ils sont revenus, ils ont explosé de joie parce qu'ils avaient levé plus que le montant nécessaire. Donc, ils étaient super heureux. Donc, ils ont acheté en ligne. Je leur avais filé la carte bleue de l'école. Ils ont acheté en ligne. Et ensuite, ils m'ont dit, ah, c'est génial, il y a même juste assez pour qu'on fasse livrer par un coursier pour qu'il l'ait le soir même. Donc voilà, mais c'est juste pour montrer comment, parce qu'ils ont pris cette habitude dès tout petit d'agir par les projets éco-citoyens, les conseils éco-citoyens, ben, il y a un moment où il n'y a plus besoin de l'adulte, quoi. C'est-à-dire qu'ils font par eux-mêmes et on le voit aussi avec nos anciens. Je pense à une de nos anciennes qui nous a écrit récemment. Elle fait des projets, elle fait des études d'architecture et elle s'inspire en ce moment, elle fait un projet inspiré des abeilles pour l'habitat. Mais on voit bien que ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait qu'elle a grandi dans un environnement où on a parlé d'écologie, on a parlé de biodiversité. Donc, elle est dans cette ouverture au monde et le biomimétisme, ça lui parle. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça super. Et du coup, on va passer à la dernière question. Ce serait justement pour tous les enseignants qui nous regardent et qui trouvent vos idées vraiment géniales. Quels conseils vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent se lancer à leur tour? Peut-être aussi des erreurs à éviter pour lancer ces projets éco-citoyens de manière réussie? Moi, j'ai envie de dire, pour commencer, faire simple, local, c'est-à-dire pas se lancer dans un truc trop énorme d'un coup. Donc, soit faire quelque chose qui est déjà un peu calibré parce qu'une ONG a déjà réfléchi au truc et travaille déjà avec des classes, soit faire quelque chose de local avec des parents d'élèves qui peuvent être impliqués, mais faire simple, local pour garder l'élan de tout le monde et concrétiser. Parce que le plus important, c'est de concrétiser. Il n'y aurait rien de pire que d'ouvrir sur les rêves, et puis que rien ne sorte de tout ça, que ça n'aboutisse pas. Et puis utiliser les ressources. On a partagé là pendant notre webinaire pas mal de ressources, mais utiliser des ressources existantes. Pour aussi réussir dans ce projet, je vous conseille de bien structurer les choses à l'année, de vous faire un planning comme un chef de projet qui va faire son planning à l'année. De toute façon, les enseignants, vous êtes des super chefs de projet hein, avec tout ce que vous menez toute l'année, que ça soit un programme quand même bien dense, des gestions au quotidien d'enfants, d'accompagnement, de parents. Donc, vous êtes des super chefs de projet. Donc, ne pas vous en rajouter trop, mais vraiment inclure, se dire ce projet-là, c'est pas quelque chose en plus que je vais mettre en plus du programme. Je vais vraiment l'inclure dans le programme. Donc, comme on a donné plein d'exemples en français, bah tiens, je vais faire mes dictées adaptées. En maths, la gratitudola ou le moment des colis, ça va être le moment de faire des additions, de faire des multiplications. Vous voyez, de se dire pas que c'est un truc en plus. C'est pas lourd, c'est léger. Au contraire, ça va démultiplier l'élan. Et nous vous conseillons aussi de mettre en place les actions concrètes pas trop tard dans l'année parce qu'on sait très bien que le mois de juin, c'est le mois entonnoir où tout arrive, où il faut faire les bulletins, il faut finaliser, faire la fête de l'année. Donc vraiment prévoir un peu en avance de faire déjà des actions concrètes et profiter aussi des fêtes justement avec les parents, des événements où les parents sont impliqués pour partager ces projets pour faire une petite expo, par exemple, pour valoriser le projet que vous avez fait sur les abeilles ou vendre votre calendrier. Donc, profitez de ces événements-là, pareil, pour pas vous en rajouter et refaire encore un événement, mais de tirer avantage un peu de l'existant. Et puis après, bien sûr, dans les conseils, c'est
d'avoir des partenaires fiables, donc des associations locales ou des ONG déjà bien connues qui ont fait leurs preuves. Donc, par exemple, les sciences participatives avec le Muséum d'histoire naturelle, ça va fonctionner. C'est vraiment c'est fluide, le protocole, il est clair. Donc, faites des choses faciles au début et puis ensuite, demandez aussi aux parents leur contribution. Peut-être qu'il y en a qui ont des spécialités sur ce domaine. Bah tiens, il y en a un qui est finalement qui est maraîcher, donc qui va pouvoir m'aider à mettre en place le potager, puisqu'il y a eu l'élan peut-être de faire un potager dans les projets éco-citoyens. Donc vraiment, vous créez des partenaires pour pas vous retrouver seul en tant qu'enseignant à tout gérer, à tout proposer. Et si vous pouvez, s'il y a d'autres enseignants dans l'école qui ont aussi cet élan de créer des conseils éco-citoyens, de déployer l'éco-citoyenneté dans leur classe. Moi, je vous conseille aussi de vous associer avec eux, d'être ensemble, de faire de la créativité, de vous entraider. Et puis, pour finir, je vous invite aussi à sentir, vous, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir par rapport à ce thème-là, parce que ça va aussi vous donner la bonne direction. Parce que si vous le faites dans la contrainte et la pénibilité, ça va pas marcher. Donc, voir aussi, vous, qu'est-ce qui vous met en joie là-dedans? Bah, si vous, c'est plus peut-être le lien avec la terre, la nature, bah, peut-être orienter plus les projets dans ce domaine-là. Faut pas que ça rajoute une charge. Mais vraiment qu'au contraire, ça vous faire plaisir là-dedans. Bah, moi, j'ai envie de dire que ceux qui nous écoutent, s'ils sont motivés, ça nous fera hyper plaisir d'entendre quels projets éco-citoyens ils ont pu lancer dans leur classe. Bah, nous, on est un centre de formation aussi à l'éco-citoyenneté, au savoir-être, et on a évidemment des retours des lieux qu'on a formés, des écoles qu'on a formées, des équipes. Et c'est toujours du bonheur de voir que bah, des enfants qu'on ne connaît pas ailleurs, soit ont planté des arbres, soit ont créé un nichoir, soit ont fait un potager, soit sont allés voir la maison de retraite, ont planté des arbres avec la maison de retraite. Enfin, voilà, je trouve que c'est génial et la créativité, elle est sans limite et les besoins sont juste énormes. Donc, bah, si chacun fait sa part de colibri ou de pélican, c'est quand même assez génial. Et donc, moi, le message que j'aurais, c'est si on peut avoir des petits partages de ce que vous mettez en place, on serait hyper heureux d'avoir des retours suite à ce webinaire de ce que vous avez pu lancer, créer, ce qui vous a motivé, parce que bah, on adore savoir que ça avance un peu partout, quoi. Et s'aimer, qui est un beau mot. Oui, et moi j'ajoute déjà un grand bravo pour toutes les initiatives qui existent déjà dans toutes les écoles, que vous avez aussi valorisé Green Step, qui a déjà beaucoup de choses qui se font. Et là, je me dis que ça peut être le moyen de démultiplier tous ensemble ces actions pour contribuer à un monde meilleur et que c'est possible. Et que justement, plus on va être nombreux et plus on va apporter une différence. Et nous en avons bien besoin. Donc, c'est possible. Merci, merci de nous avoir invités pour ce webinaire Bah, merci à vous et, pour ce euh, et partage. bravo aussi pour tout le travail que vous faites à GreenStep. Un parfait, très beau mot de la fin. Merci beaucoup.